Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le débat sur la fin de vie fait son entrée au Sénat aujourd'hui. Les sénateurs devront examiner en première lecture des propositions de loi sur l'aide à mourir et sur les soins palliatifs. 2 textes adoptés sans encombre à l'Assemblée nationale en mai 2025. Le vote solennel est prévu le 28 janvier, dans une semaine. Mais que comportent ces textes et surtout quelles conséquences sur la société française? Ce vote aurait-il vraiment? On en parle avec Emmanuel Hirsch, auteur de Euthanasie, le dernier acte, paru aux éditions du Cerf. Bonjour professeur, merci d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui pour essayer de décrypter ce sujet à la fois douloureux, épineux et pourtant essentiel sur la fin de vie. D'abord, préalablement, comment doit-on définir cet enjeu? C'est le droit à mourir, c'est la fin de vie, c'est l'euthanasie. Est-ce qu'il y a des nuances, j'allais dire, sémantiques sur cette éthique? J'aime bien votre question parce que, en fin de compte, l'enjeu, c'est quel est le respect qu'on a pour une personne vulnérable en fin de vie. Tout à fait. C'est pas la question de pour ou contre l'euthanasie. Non. C'est quelle est l'attitude d'une société, quelles sont les valeurs d'une société. Et vous avez les soins palliatifs qui, depuis une trentaine d'années, développent une approche qui est une approche en humanité. Et autrefois, la personne en fin de vie, en principe, avait un environnement social qui l'accompagnait jusqu'au bout. Dans les années 70, il y a eu la médicalisation de la mort et de la fin de vie. Et donc, la technicisation. Et à juste titre, les gens disaient, mais où est l'humanité? Où est la relation? Donc, pour répondre précisément à votre question, c'est pas la question de la fin de vie qui est importante, c'est la question de la vie de personnes quelquefois très âgées, quelquefois déjà exclues socialement. Et vous savez que les petits frères des pauvres disent aujourd'hui, 720 000 de nos aînés sont en situation de mort sociale. Quand vous regardez aussi les personnes qui ont des maladies évolutives et leurs proches, c'est pas uniquement la personne, évidemment, l'impact dans leur environnement, vous voyez que la réponse sociale en termes de sollicitude et solidarité est tout autre que la réponse en termes d'euthanasie. Le débat par rapport à ce qui se passe au Sénat et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est est-ce que la législation dont on dispose, qui est donc une législation importante, la loi Claes-Leonetti de février 2016... Où en est-on, professeur, là-dessus? Voilà, qu'est-ce qu'elle dit et quelle est aujourd'hui la situation légale réelle? Voilà, le seul point, c'est qu'on a considéré qu'elle n'allait pas assez loin pour un certain nombre de situations exceptionnelles où la personne souffre sans qu'on ait véritablement la possibilité d'atténuer sa souffrance. La législation aujourd'hui, elle repose d'abord sur la philosophie de la loi Leonetti de 2005. Pas d'acharnement thérapeutique, pas d'obstination déraisonnable, prise de décision collégiale, prise en compte de l'autonomie de la personne qui peut être effectivement capable de décider ce qu'elle souhaite, aller plus loin ou au contraire arrêter. Et puis un élément fondamental, si pour soulager une souffrance, on abrège l'existence, c'est la conséquence des produits qu'on donne, mais sans l'intention de tuer la personne, voilà, alors on va jusqu'au bout. La loi de 2016 est une loi un peu différente qui a rajouté, donc c'est Claes-Leonetti, c'était François Hollande à l'époque qui était président de la République et lui il voulait aller jusqu'à l'euthanasie, mais il y a eu la manif pour tous. Donc il a été obligé de trouver un compromis. Et le compromis ça a été la sédation. Continue jusqu'au décès. Expliquez ce que c'est que la sédation. La sédation, c'est-à-dire on endort la personne. D'un grand mot, Jean Leonetti, qui était le parlementaire qui soutenait cette proposition, ce projet de loi, proposition de loi, Jean Leonetti a dit la chose suivante. En fin de compte, la personne s'endort. Donc on donne des produits et la personne s'endort. Le seul problème, c'est dans cette sédation prolongée et continue jusqu'au décès, ça peut durer quelques jours. Et pour Vincent Lambert, rappelez-vous, ça a duré 11 journées. Oui, tout à fait. Et donc vous pouvez vous interroger, est-ce que ça a du sens de prolonger l'existence? Mais le principe, l'intention, c'est pas de donner la mort à la personne, elle mourra de sa mort, en quelque sorte, parce qu'on ne la traitera plus, parce qu'elle ne sera pas alimentée ou hydratée. Et vous voyez, j'avais écrit dans Le Monde, en 2015, que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'était l'ouverture sur l'euthanasie. Et ce que les sénateurs, en commission des affaires sociales, et comme ça j'ai répondu à la totalité des questions, ont décidé, il y a quelques jours, c'est non pas la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui dure un certain temps, mais pour les personnes qui aspiraient, qui seront vraiment en fin de vie, qui ont des souffrances réfractaires à tout traitement, on leur proposera une sédation terminale, une sédation euthanasique, c'est-à-dire une euthanasie. Voilà où le débat se situe aujourd'hui. Quel est votre malaise? C'est une forme d'hypocrisie ou de non-dit vous êtes en train de signaler. Est-ce que, oui ou non, on a le droit de se suicider en étant assisté par quelqu'un? Et le problème éthique, il est là. Le problème légal et politique aussi. Mon malaise, puisque vous me posez la question, moi je suis professeur émérite. Parce que je vous ai lu, voilà, je connais bien votre position là-dessus. Professeur émérite d'éthique médicale. Dans l'éthique médicale, on a un devoir de non-abandon de la personne, d'assistance à personne en danger. Quand une personne est en fin de vie, elle est dans des situations de vulnérabilité,
où nos obligations, c'est de l'accompagner à la fois moralement et en permettant de disposer de l'environnement soignant le plus adapté, proportionné à sa situation. Donc mon malaise, c'est d'abord que les instances éthiques, et on n'aurait pas ce débat aujourd'hui, vous ne m'auriez pas invité, si le 13 septembre 2022, le Comité consultatif national d'éthique avait rendu un autre avis que l'avis... Oui, puisque finalement il a rendu son avis favorable à une ouverture encadrée. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui il se retrouve totalement, mais il ne prend pas position. Et puis ensuite, le même jour, le président de la République lançait la Convention citoyenne, et donc le mouvement a été enclenché. Et donc, pourquoi je suis un peu mal à l'aise? Parce que toutes les personnes disent c'est l'éthique qui est en jeu. Mais on n'a pas la même conception de l'éthique. Voilà. Et vous avez la conception de l'éthique d'un certain nombre de personnes. La personne est autonome, c'est elle qui doit décider, on n'a pas besoin de la famille. Et finalement, avec un paradoxe, c'est on veut être autonome, mais on fait appel quand même à des médecins pour aider à mourir ou pour tuer la personne. Et vous voyez, d'un point de vue déontologique, c'est là où il y a quelque chose vraiment d'important, et peut-être qu'on évoluera au niveau du Sénat sur ce point. Est-ce que c'est un acte médical ? Ou est-ce que c'est un acte qui n'est pas médical? Et les soignants, aujourd'hui, s'offusquent de dire le soin, c'est aussi tuer. Donc je pense que toutes ces ambiguïtés, le fait que dans la loi, on ne parle pas d'euthanasie, on dit aide à mourir, on dit assistance médicalisée. Disons les choses clairement. Et le dernier point de l'analyse, vous avez 10 pays sur 195 pays dans le monde qui ont légiféré dans ce domaine. Aucun des pays n'a été en capacité de limiter les règles d'encadrement. Et 2001, c'est aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, aux Pays-Bas, un couple de personnes âgées, même s'ils sont pas malades, pourront demander l'euthanasie. Des enfants peuvent aspirer. Oui, tous ces éléments, quand vous n'avez pas de digue, vous dites c'est l'ouverture à une certaine forme de dérive. Et vous avez au Canada une loi depuis 2016. Toutes les analyses qui, aujourd'hui, sont convergentes, font apparaître que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont seules, sont plus exposées que d'autres à l'euthanasie. C'est tous ces éléments bout à bout, un peu rapidement présentés, qui font que je ne suis pas hostile, mais je suis vent debout contre cette évolution. Professeur Emmanuel Hirsch, y a-t-il une réponse définitive à cette question, puisqu'on en comprend la complexité? On va se faire l'avocat du diable. Est-ce que l'hypermédicalisation de la fin de vie est un progrès sur le plan humain? Et parallèlement, à quel moment décide-t-on que le malade est en état de conscience suffisante pour décider de mettre fin à ses jours? Et merci de m'avoir invité, vos questions sont extrêmement pertinentes. Ah ben c'est parce que vous êtes là, je déposerai pas à tout le monde. Un point. D'abord, c'est pas le professeur, il n'y a pas de professeur d'éthique. Je tiens de vous donner ce titre parce que pour dire que vous êtes quand même quelqu'un qui avait réfléchi de façon scientifique et médicale à la question, mais vous l'avez, en dehors de vos valeurs personnelles. Tout à fait, mais on est très démunis par rapport à ces questions. Si c'était un très proche ou moi-même, confronté à une situation que je n'ai pas anticipée, c'est pas uniquement la souffrance, c'est la mort, c'est la finitude. Je ne sais pas du tout, c'est pour ça que je ne parade pas. Je pense défendre les valeurs de la démocratie quand, d'une certaine manière, j'alerte. D'accord ? Ensuite, c'est le Parlement, c'est la représentation nationale qui décidera. Mais pour répondre vraiment à votre question, je pense d'abord qu'il faut être très sensible au discours qu'on tient d'un point de vue public. Au moment où on se parle, dans votre chaîne de radio, sur Sud Radio, il y a peut-être des personnes qui sont sur leur lit d'hôpital, qui sont chez elles, avec des familles, qui sont confrontées à un dilemme. Est-ce que je vais plus loin ou pas? On a beaucoup parlé, par exemple, peut-être à tort, de stigmatiser une maladie, mais la maladie de Charcot, pour prendre un exemple précis. Donc, ça serait outrecuidant et indécent que je prenne des positions à titre personnel, publiquement. Oui, mais le président de la République en prend. Voilà, alors le président de la République... Est-ce que vous pouvez me dire, professeur Emmanuel Hirsch, où il veut en venir, d'après vous? Ce qui est assez stupéfiant, vous voyez à travers l'actualité ce qu'est le monde aujourd'hui, ce qu'est la France, qu'on en ait fait une urgence politique. Il n'y a pas que lui. Il y a également la présidente de l'Assemblée nationale qui en a fait son urgence. Oui. D'accord. Le président de la République n'a plus qu'une obsession, c'est-à-dire terminer son mandat en ayant le sentiment qu'il aura légiféré en matière d'euthanasie. Si c'est un message de vie qu'on donne à la société, je pense qu'on peut attendre mieux. Donc aujourd'hui, il s'arc-boute. Vous avez des parlementaires, au niveau de leurs valeurs personnelles, de leurs convictions, qui ont le sentiment aussi que c'est une urgence absolue. Et moi, je leur réponds, l'urgence absolue, c'est d'abord d'accéder à des soins. Premier point. Regardez ce qui se passe aux urgences aujourd'hui. Quand vous êtes dans l'attente d'un lit... Bon, on y meurt. C'est aussi l'accès à des traitements, à des suivis au quotidien. Donc, avant
de légiférer sur l'euthanasie, si jamais il y avait à légiférer, en se posant une question, est-ce que pour quelques cas on doit légiférer, puisque la loi c'est la norme, avant de légiférer déjà, est-ce qu'on est au clair, est-ce que toutes les personnes qui veulent vivre dignement dans la société bénéficient des sollicitudes et des solidarités. Emmanuel Hirsch, si vous étiez aux commandes, si la réponse dépendait de vous, imaginez que vous soyez en situation de gouverner la France, que je vous épargne, ou que l'on vous consulte et qu'on vous dise, professeur, ça sera votre décision qui sera la bonne, qu'est-ce que vous prendriez aujourd'hui? La première décision que je prendrais, elle est simple. La première décision que je prendrais, c'est un message fort à travers les soins palliatifs. Pas uniquement la technique des soins palliatifs et la philosophie des soins palliatifs. Et quand je dis les soins palliatifs, elle concerne les soins palliatifs toute la société. Je travaille beaucoup dans mon quotidien avec des personnes atteintes de maladies neuroévolutives, comme la maladie d'Alzheimer. Quand la personne a évolué dans la maladie, que son conjoint se retrouve dans la solitude la plus radicale, qu'il s'enferme, c'était Amour, rappelez-vous de ce film, tout à fait. Cet enfermement. Quelle est la sollicitude de la société? Et vous avez des gens qui demandent l'euthanasie par défaut. C'est-à-dire, vous m'avez d'une certaine manière tué socialement, allez jusqu'au bout. Donc si j'avais une première réponse, c'est en termes de mobilisation de la société, vous avez un milieu associatif extraordinaire. Quand on parle des soins palliatifs, c'est pas la médecine palliative, c'est une approche humaniste. C'est un univers complet. On attend de démocrates. Et donc, si j'avais donc une réponse à apporter, c'est pas uniquement les soins palliatifs, c'est aussi la lutte contre la douleur. Vous avez aujourd'hui 300 consultations en France et vous avez 6 mois à 1 an d'attente quand vous souffrez. Et on dit, les spécialistes, qu'il y a à peu près 20 à 21 millions de personnes en France qui ont des douleurs chroniques. Évidemment, si vous n'avez aucune réponse à un moment donné, et que vous attendez désespérément, surtout quand vous êtes solitaire. C'est très différent quand on a un environnement qui vous soutient. Je travaille avec l'Institut Raphaël qui accueille des personnes atteintes de cancer depuis des années. Quand les personnes ont autour d'elles la famille, des professionnels motivés, qui leur donnent encore du sens à l'existence, oui, c'est tous ces éléments. Donc, si j'étais responsable de l'État aujourd'hui, je m'interrogerais sur un chiffre très important. Aujourd'hui, dans les statistiques, et c'est toujours dur, les statistiques de suicide, vous avez des personnes au-dessus de 74 ans, sur 100 000 personnes qui meurent de suicide, vous avez 79% qui ont au-dessus de 74 ans. Donc je me poserai la question, face à la longévité, quel type de réponse sociale, comment redonner de l'appartenance à la société, face à la maladie chronique. On va avoir de plus en plus de malades qui vont bénéficier de traitements innovants et qui vont vivre de plus en plus longtemps, mais quelquefois avec une nécessité d'aménager leur existence, l'accès au travail pour ces personnes. Bref, si j'avais des mesures, ça serait déjà en amont. Et je répondrais, pour être très honnête, s'il y avait des circonstances exceptionnelles, je ne suis pas certain que ce soit dans la loi qu'on parle de circonstances exceptionnelles. Et à ce moment-là, quel type de réponse? Et juste, en réanimation, au quotidien, on fait des limitations et des arrêts thérapeutiques. C'est-à-dire quand une personne est au-delà de toute ressource thérapeutique. Est-ce que ça fait des scandales? La loi de 2005 a encadré ces pratiques. Merci Emmanuel Hirsch d'avoir été là et nous avoir apporté ces précisions. Je pense que le débat est loin d'être clos et je n'hésiterai pas à vous rappeler